les bienvenus dans l'Espace des livres et les plaisirs de Marc Page. Votre invité est né à Toulon dans le Var. Après une licence en droit, il opte pour le journalisme sport et se spécialise dans le football. Il a travaillé plus de 20 ans à France Football ainsi qu'à l'Équipe Magazine et à la chaîne L'Équipe. Il suit les grands championnats européens, le football nord et sud-américain, asiatique ainsi que le football africain dont il est connaisseur pour avoir vécu notamment Sénégal où son père était médecin. Il collabore aujourd'hui en tant que chroniqueur pour Radio France, Canal+, Eurosport ainsi que RTL. Il est l'auteur notamment de l'ouvrage Les Coupes du Monde de football en 90 minutes aux éditions Glénat. Il s'agit de Xavier Barret. Il vous présente On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé aux éditions Solar qui, on en profite pour remercier très chaleureusement Marie-Laure qui se reconnaîtra ainsi que toute l'équipe des éditions Solar. Xavier Barret, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Bonjour Guillaume, merci de votre invitation. Avec plaisir. Comment allez-vous Xavier ? Très bien, très excité par enfin cette compétition qui va débuter. Quel regard portez-vous sur votre parcours et sur le journalisme sportif d'hier et d'aujourd'hui, oui ? Racontez-nous. Moi c'était un rêve de gosse depuis que j'ai une dizaine d'années, je plongeais toutes les semaines dans France Football et je rêvais d'y travailler. Et un jour j'ai eu la possibilité d'y rentrer, c'était en 1990, juste après la Coupe du Monde en Italie, pendant laquelle j'avais été en stage au Figaro, service des sports du Figaro. Ça avait été une expérience extrêmement enrichissante et j'ai pu enchaîner après à France Football comme pigiste pendant un certain temps, d'ailleurs pendant 3 ans. Et puis j'ai fini par être embauché en 1993 et à partir de là j'ai pu vivre de cette passion en étant pendant longtemps la cheville ouvrière du service du football étranger. Donc ça correspondait d'abord à animer le réseau de correspondants, à traduire les articles, et puis de temps en temps à faire des reportages. Et puis ensuite, je suis devenu grand reporter. J'ai été détaché au Parisien pour le lancement quotidien Aujourd'hui Sport. Ça a duré une petite année. Et puis j'ai fini ensuite à l'Équipe Magazine. C'était un parcours, je pense, assez heureux parce que j'ai pu jusqu'à présent vivre de cette passion et la partager avec le plus grand nombre. En ce mois de juin, vous en avez parlé tout à l'heure, les fans de foot sont ravis, c'est la Coupe du Monde en Russie. Selon vous, quelles sont les équipes favorites et les équipes surprises ? Je ne vais pas être très original en ce qui concerne mes favoris, et comme beaucoup de gens, l'Espagne, l'Allemagne, le Brésil, et je rajouterai la France, parce que je crois que la France est une très très belle équipe, très solide, ils sont un vice-champion d'Europe quand même, il ne faut pas l'oublier. Après, j'ai été assez favorablement impressionné lors des matchs de préparation par la Belgique et le Portugal. Je pense qu'ils ont des équipes intéressantes et il faudra aussi compter avec eux. Une surprise, moi je mettrais bien une petite... Alors l'Argentine évidemment c'est le grand mystère, mais avec Messi tout est possible. Et puis je mettrais bien une petite pièce sur une équipe comme la Serbie par exemple, parce que je pense qu'on les attend pas du tout et qui seront sûrement très à l'aise dans un pays qui a le même alphabet qu'eux, qui probablement aura de la sympathie pour eux, compte tenu du fait que la sélection russe, à mon avis, a peu de chances d'aller loin. Et puis ils ont un joueur incroyable qui s'appelle Sergei Milinkovic-Savic, et ça peut être la révélation de cette Coupe du Monde. Xavier Barret, vous la sentez comment, cette équipe de France de Didier Deschamps à ce mondial ? C'est une équipe qui est à l'image de son sélectionneur, c'est-à-dire elle n'est pas très spectaculaire, mais elle est terriblement efficace. Elle a bien progressé depuis qu'il a repris l'équipe en 2012, ça fait 6 ans déjà. En 2014, elle est allée en quart de finale contre l'Allemagne, et ça s'est joué à peu de choses. Ils auraient eu ce tir sur le poteau de Benzema en fin de match, ils auraient pu égaliser. Mais bon, il y avait dans les buts allemands un joueur incroyable, Manuel Neuer, qui a été déterminant d'ailleurs dans le succès allemand. En 2016, ils prennent leur revanche sur les Allemands, ils les éliminent en demi-finale, un peu contre le cours du jeu, et ils échouent de peu là aussi en finale, avec encore une fois un ballon sur le poteau de André-Pierre Gignac, et finalement ils s'inclinent 1-0 au Stade de France contre le Portugal. Donc cette équipe de France, elle est pas loin parce que Didier Deschamps, il sait comment gagner. Il l'a prouvé dans sa carrière de joueur et d'entraîneur déjà, à Monaco, à la Juventus, à Marseille. Donc c'est un vrai gagneur. Il sait préparer ses équipes pour aller loin.
Alors effectivement, on peut être frustré parce que le jeu n'est pas toujours très spectaculaire, pas très séduisant, mais les résultats parlent pour lui. Un petit pronostic alors pour nos Bleus, ils vont aller loin? Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent en finale, mais je pense, sur ce que j'ai vu, que l'Espagne et le Brésil sont quand même un peu plus forts. Je pense qu'il y a un poil de potentiel supérieur, notamment d'expérience dans ces deux équipes. Donc, je vois plus une finale Brésil-Espagne. Mais la logique est rarement respectée dans l'histoire des Coupes du Monde. Quand vous n'écrivez pas, ou vous n'êtes pas à la radio, ou à la télévision aussi, que faites-vous? Quelles sont vos passions? J'ai la chance de vivre de ma passion, c'est le football. Depuis que j'ai une dizaine d'années, je faisais des cahiers, des classeurs avec des fiches sur les clubs, sur les joueurs quand j'étais petit. Aujourd'hui, j'ai fait ça ensuite à France Football de façon professionnelle pendant de nombreuses années. Donc là, j'ai cette chance de pouvoir vivre de ma passion. Alors après, bon, c'est vrai que j'ai aussi une fille à côté, j'ai 4 enfants, donc ça occupe. J'aime beaucoup l'histoire, voyager aussi de temps en temps quand on en a le temps, donc le cinéma également. Donc j'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt à côté du football, la bande dessinée également, puisque vous vous intéressez à la littérature en général. J'ai une belle collection de bandes dessinées. Donc j'ai toujours d'autres possibilités de m'occuper, mais le football me prend tellement de place qu'en fait il me laisse peu de choses peu de temps pour le reste. Xavier Barret, si l'on s'invite chez vous, qu'est-ce qu'on peut y retrouver dans votre bibliothèque? Vous avez parlé de bande dessinée, vous avez parlé d'histoire également, on peut retrouver tout ça? Racontez-nous. Oui, bien sûr, depuis que j'ai quitté l'équipe en 2016, donc je travaille chez moi, donc j'ai un bureau bien rempli avec beaucoup de publications effectivement de football, que ce soit des journaux ou des livres. Mais il y a aussi de très belles collections de bandes dessinées. Et donc cette collection, je sais, elle fait beaucoup d'envieux chaque fois que j'ai des amis qui passent à la maison et qui me disent « Oh, dis donc, quand tu pars en vacances, laisse-moi les clés de chez toi, je sais où je vais venir passer quelques jours. » Xavier Barret, intéressons-nous cette fois-ci à votre livre. On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé, aux éditions Solar. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Racontez-nous, on sait que l'arbitrage est souvent décrié, il y a des pour, il y a des contre, voilà, chaque avis est donné, départagé. Vous, pourquoi avoir choisi cette idée d'écrire cet ouvrage? C'est venu très simplement d'une discussion avec Jean-Philippe Bouchard, qui est mon ancien collègue de France Football, qui est aujourd'hui le directeur du pôle sport des éditions Solar. Et donc on parle, et puis je lui dis, il y a quand même un truc qui serait drôle, il va y avoir la vidéo à la Coupe du Monde, donc c'était l'année dernière, la discussion c'était en début d'année dernière, et donc je lui dis, ce qui serait amusant, ce serait de refaire le palmarès de la Coupe du Monde en se disant, ben voilà, là il y aurait eu, Schumacher aurait été exclu, donc l'équipe de France se serait retrouvée en supériorité numérique, avec un penalty, se serait qualifiée pour la finale, etc. Il me dit, mais c'est génial, vas-y, fais-le, on le fait. Donc ça a été c'est parti d'une discussion un peu informelle, et donc j'ai mis ça en forme, et donc j'ai commencé à piocher dans les archives, et ça m'a pris énormément de temps en fait, mais c'était passionnant d'aller rechercher ce qui a pu se passer dans des matchs en noir et blanc dans les années 50-60, où les témoignages étaient parfois contradictoires, et les images pas toujours très exploitables. Je pense par exemple à un match de France-Brésil, la demi-finale 1958, on a des témoignages et des interviews de Juste Fontaine, que j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois d'ailleurs, qui dit « Je suis sûr qu'on aurait pu se qualifier pour la finale si on n'avait pas eu un arbitrage défavorable, et notamment la blessure de Robert Jonquet, qui sort au bout d'une demi-heure de jeu, et il n'y avait pas de remplacement à l'époque. Et puis d'un autre côté, le regretté Raymond Coppa, qui vient de nous quitter, qui disait « Non, non, les Brésiliens étaient quand même les plus forts ». Et on se rend compte finalement que dans ce match-là, il y a eu effectivement la blessure de Robert Jonquet, non sanctionné parce qu'à l'époque, eh bien, il n'y avait pas de remplacement, mais il n'y avait pas aussi des cartons rouges aussi systématiques qu'aujourd'hui. Et puis il y a quand même eu, par exemple, un but refusé à Zagallo alors que le ballon avait franchi la ligne. Donc on se dit que finalement, quand on revisionne les matchs, bien parfois il y aurait pu avoir des résultats différents et parfois les résultats auraient probablement été à peu près les mêmes.
Comment s'est passée la phase d'écriture? Alors en termes de recherche, vous en avez déjà un petit peu parlé, parce qu'il faut un petit peu aller sonder. Voilà, vous avez parlé de Juste Fontaine notamment. En termes de chapitres et autres, expliquez-nous comment en fait cet ouvrage il s'est construit au fur et à mesure. En fait, dès le départ, moi, l'idée était très claire. Il fallait pas que ce soit un catalogue. Il fallait que ce soit un livre qui apporte des éléments aussi aux passionnés. Donc, j'avais prévu de le chapitrer, ainsi qu'il est chapitré. Donc, les buts refusés à tort, les buts accordés à tort, dont la fameuse main de Maradona, les pénaltys oubliés, les pénaltys accordés à tort. Donc là, il a fallu que je revisionne un très très grand nombre de pénaltys. C'était assez intéressant, voire passionnant. Et puis enfin, les cartons rouges oubliés, bien sûr Schumacher contre Battiston, et les cartons rouges attribués de façon trop généreuse, si on peut employer ce terme. Donc voilà, donc les 6 chapitres étaient assez clairs dès le départ. Et à partir de là, eh bien, en fonction des événements que je retrouvais, parce que parfois il peut y avoir une double faute sur une même action, on les classait plutôt dans un chapitre ou plutôt dans un autre. Par exemple, et là, dans ce contexte, l'apport de Joël Quignou a été extrêmement intéressant parce qu'il avait l'œil de l'arbitre qui avait été sur le terrain, puisqu'il a quand même dirigé 8 matchs de phase finale de Coupe du Monde. Il a côtoyé un certain nombre des arbitres qui se sont retrouvés dans ces décisions qui ont créé des polémiques. Donc c'était très intéressant d'avoir son œil. Et donc, par exemple, sur l'agression de Battiston par Schumacher, on pense tout de suite au carton rouge, mais il y a aussi pénalty, puisque la faute est provoquée dans la surface de réparation. Mais on n'allait pas mettre 2 fois le même fait de jeu, donc on l'a classé évidemment dans les cartons rouges oubliés, parce que la première réaction qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est le carton rouge. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant sur ce sujet-là, c'est que j'ai retrouvé une interview de Charles Corver, qui était l'arbitre néerlandais de ce match, qui est décédé d'ailleurs depuis. Et dans cette interview, Charles Corver confie qu'avec la vidéo, eh bien, il aurait pu prendre une meilleure décision. Il y a bien sûr question, vous venez de le dire, d'un sujet important ces temps-ci dans le monde du football, l'arbitrage vidéo. Qu'en pensez-vous? Cela ne va pas perturber la fluidité et le naturel des matchs? Moi, je crois d'abord que la décision s'imposait depuis longtemps, mais elle avait été retardée pour des raisons politiques au sein de la FIFA, en raison des rivalités de personnes. Aujourd'hui, tout le monde vit avec la vidéo. C'est ce que j'écris d'ailleurs dans mon introduction, c'est que la vidéo est partout autour des stades. Donc on va voir un match de Ligue 1, de Ligue 2, il y a des spectateurs, des téléspectateurs qui ont sur leur téléphone portable la diffusion du match en direct et qui peuvent tout de suite revoir le ralenti, alors que l'action vient à peine de s'achever sur le terrain. Quand on va dans le football amateur, il y a des gens qui filment aussi, même au niveau amateur maintenant, les matchs. Et les petits gamins, les parents filment. Donc il y a de la vidéo partout, et le seul qui n'y aurait pas accès, c'est l'arbitre. Ce serait quand même assez incohérent. Maintenant, c'est vrai qu'il fallait il fallait bien préciser les règles pour pas que tout devienne sujet à discussion. Et je crois que la FIFA a plutôt bien fait les choses en limitant l'usage, le recours, plus précisément, le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage, en limitant ce recours à 4 cas précis. Donc, ils sont assez connus maintenant. Donc, la validation d'un but, la validation d'un penalty, la validation d'un carton rouge et éventuellement la vérification donc d'une erreur d'identité. Donc c'est les 4 cas précis, d'où les fameux chapitres qu'il y a dans le livre, parce qu'ils reprennent systématiquement les cas précis retenus par la FIFA. Certaines personnes m'ont dit « Ah oui, mais tu parles du match, par exemple du match Allemagne-Algérie de 82 ». Je dis là, la vidéo ne peut rien faire sur ce genre d'arrangement. Donc non, on n'en parle pas. L'entrée du cheikh Jaber sur la pelouse de Valladolid à l'occasion du match France-Koweït, non, on n'en parle pas, parce que ça, la vidéo n'apporte rien, n'apporte pas de solution. La vidéo telle qu'elle a été lue, le recours à l'assistance vidéo tel qu'il a été défini par la FIFA, c'est dans 4 cas bien précis. Quels sont vos projets pour la suite? Suite à ce livre-là ou suite de votre... pour vous, oui, est-ce qu'il y aura d'autres ouvrages? Et puis, peut-être sur le plan professionnel, oui aussi, plan professionnel ou plus personnel. En fait, on a la chance avec Jean-Philippe Bouchard d'avoir des relations amicales. Donc on a déjà évoqué la suite qui serait, on refait la Ligue des Champions avec l'assistance vidéo.
puisque l'UEFA n'a pas encore décidé d'adopter le recours à l'assistance vidéo pour la saison prochaine. Ce sera peut-être à partir de 2019. Et les récents matchs de Ligue des Champions, notamment ceux du Real Madrid, ont donné encore lieu à de très nombreuses polémiques. Donc il y a vraiment matière à construire, je pense, un livre intéressant, encore une fois, autour de ce thème. On se limiterait évidemment pas aux dernières saisons du Real Madrid, parce que dans l'histoire de la Ligue des Champions, moi j'ai souvenir de plein de décisions arbitrales qui ont fait basculer les matchs dans un sens ou dans un autre. Et donc je pense que ça peut être aussi un ouvrage très intéressant pour les passionnés de football. On a hâte de découvrir cet ouvrage, hein, bien sûr, on refait la Ligue des Champions. Et puis au passage, on salue Jean-Philippe Bouchard qu'on a eu il y a quelques jours de cela. On le salue bien fort. Voilà, des éditions Solar. Xavier Barret, passons tout de suite à la Minute Cool, si vous le voulez bien. Plutôt Joachim Löw ou Hervé Renard? Plutôt Joachim Löw, parce que Hervé Renard c'est un type super, mais bon, Löw il est quand même sur une durée de construction assez impressionnante, sur une constance au très haut niveau qui mérite le respect. Citez-moi selon vous 3 joueurs dont il faut se méfier lors de ce mondial et qui peuvent faire la différence. 3 joueurs qui peuvent faire la différence? Oui, qu'il faut se méfier. Spontanément, je vais vous dire Messi, évidemment. Oui. Mais si je dis Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar, je vais pas être très original. Alors, allez, un autre qui vous vient comme ça à l'esprit. Moi, j'ai envie de dire Griezmann, parce que je crois que vraiment c'est lui qui sera l'élément déterminant de l'équipe de France. Et puis, pour être cohérent avec ce que je disais tout à l'heure, le Serbe Sergej Milinković-Savić, parce que je crois que c'est un joueur qui est capable de propulser la Serbie à un niveau où on ne l'attend pas forcément. Quel est votre plus beau souvenir footballistique? J'étais au Stade de France lors de la finale de la Coupe du Monde 1998, donc forcément c'est au-dessus de tout. Mais j'ai vécu 2-3 beaux souvenirs également. L'année d'après, par exemple, j'étais à Barcelone pour la finale de la Ligue des Champions 1999 entre le Bayern de Munich et Manchester United, et là ça a été aussi un moment exceptionnel. Jardinage ou bricolage? Jardinage. Voyage en Islande ou au Brésil? Alors, je suis déjà allé au Brésil, donc ce serait plutôt l'Islande par curiosité. Je retournerai bien au Brésil aussi. Ah, bien, oui, il fait chaud en plus. Hein. Sucré ou salé? Un peu sucré. Xavier Barret, si vous aviez un rêve, ce serait? Si j'avais un rêve? Ouais, si vous aviez un rêve. Je crois que, comme tout le monde, ce serait d'aller sur la Lune. Ce sera peut-être possible un jour. Peut-être, et c'est tout mal qu'on vous souhaite. Xavier Barret, rappelons que vous êtes l'auteur de l'ouvrage On refait la Coupe du Monde et si l'arbitrage vidéo avait toujours existé, aux éditions Solar. Xavier Barret, merci d'avoir accepté l'invitation de la chronique de Guillaume Sautet. Merci Guillaume de votre accueil et bon vent à vous et à tous vos internautes pour la Coupe du Monde. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de Marque-Page vous remercie de votre écoute, de plus en plus nombreuse et nombreux, de votre fidélité. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Prenez soin de vous, bonne lecture et allez les Bleus, salut!